L'économie de la Russie est au bord du gouffre alors qu'elle fait face à une tempête parfaite de crise. L'économie russe chancelle à cause de la guerre en Ukraine. C'est le constat du ministre des Finances du pays alors que les pertes de Moscou s'accumulent. Tous les regards en Russie sont tournés vers Vladimir Poutine. La critique ne vient plus seulement de l'extérieur, elle s'élève désormais depuis la Douma, des épaules militaires et des nationalistes russes comptant des millions de partisans. D'un côté, des législateurs déclarent que le budget est épuisé, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. De l'autre, des généraux accusent Poutine d'incompétence et de traîner le pays dans un désastre stratégique. La Fédération de Russie est peut-être au bord d'un grand examen interne plus important que tout ce qui a été observé depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, sur Monsieur Warlog, nous examinerons l'ampleur réelle de ces fissures qui résonnent dans les couloirs du pouvoir russe. Pour comprendre la situation actuelle de la Russie, il faut d'abord se pencher sur les aveux provenant des voix les plus autoritaires. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de la guerre, on disait que l'économie russe ne serait jamais ébranlée et que les sanctions occidentales seraient insignifiantes. Cependant, ce Поваренному récit a жулик. été brisé Ну, par давайте я la вам откровенно déclaration скажу, что весь choc бюджет en забираю, direct он просто не d'Andrei тащит. У нас Gouroulev, дефицит бюджета l'une des сумасшедший. figures les Вы plus только говорите, agressives что у de нас la там Douma хорошо, там куча russe. доходов. Gouroulev А n'est дефицит, pas un вы simple посмотрите. opposant ordinaire. Il est l'un des défenseurs les plus ardents du régime et un ancien général. Pourtant, lors d'une rencontre avec ses électeurs dans la région de Transbaïkal, il a admis la réalité économique que le Kremlin cachait. Gourouliov a réfuté le récit officiel, déclarant « Le budget est insuffisant, le déficit est énorme. On nous dit que les revenus sont solides, mais il est clair qu'il n'y a pas assez d'argent. » Plus important encore, il a enfin abordé la crise du logement, qui est le problème le plus fondamental auquel le peuple russe est confronté. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, le programme fédéral d'urgence pour le logement a été suspendu. Jusqu'à ce que nous terminions la guerre et reprenions notre souffle, jusqu'à ce que l'argent arrive, nous ne pourrons jamais résoudre ce problème. Je vous dis la vérité. En d'autres termes, il dit clairement au peuple russe de ne pas attendre de services de l'État tant que la guerre n'est pas terminée, car nos caisses sont vides. Cependant, la fracture ne se limite pas à Gourouliov. Même les faucons au sommet du système ne peuvent plus cacher qu'ils sont écrasés par le coup de la guerre. Ceci est très important car la critique ne vient pas seulement de ceux qui disent pendant que l'argent est épuisé, mais aussi des personnes à la tête du mécanisme qui gère la guerre, comme le président du comité de la défense, Andrei Kartapolov. Kartapolov, un général retraité, est normalement le défenseur le plus ardent de la guerre. Cependant, dans les derniers mois de 2025, particulièrement en novembre et décembre, ces réactions au plan de paix en 28 points proposé par les États-Unis révèlent une peur profonde entre les lignes. Tout en rejetant ce plan qui comprend le retrait de la Russie des territoires occupés et des restrictions de l'OTAN comme inacceptables et méprisant nos victoires, Kartapolov laisse en réalité échapper quelque chose de bien plus critique, l'épuisement des ressources. Il souligne fréquemment dans ses discours que la prolongation de la guerre épuise nos ressources. Ainsi, même s'il ne cible pas directement Poutine, il expose la terrifiante vérité qui circule parmi l'élite depuis le podium parlementaire. Oui, nous sommes en guerre, mais le déficit budgétaire et la rotation des troupes nous tuent. C'est un aveu déguisé sous l'apparence de préoccupations sécuritaires. Combien de temps encore pouvons-nous tenir ? Une autre figure critique rejoignant ce chœur est Alexei Djouravlev, leader du parti Rodina et député de la Douma. Nationaliste acharné et partisan de la guerre, il transpirait pourtant face au plan de paix sur la table. Djouravlev décrit les initiatives de paix discutées à Miami reflétant les préférences de l'Europe et de l'Ukraine comme un piège destiné à affaiblir la Russie. Mais le véritable point est le suivant. Tout en s'opposant à ces plans, Djouravlev insiste constamment sur le déclin de notre puissance économique et demande la levée des sanctions. Ainsi, tout en proclamant que nous ne compromettrons pas notre intégrité territoriale, il envoie en même temps un signal à l'administration Poutine. L'inflation et les sanctions nous étouffent. Arrêtez ce déclin économique. Tous ces faucons crient victoire tout en voyant leur pays entraîné au bord de l'effondrement économique et social. Il ne s'agit pas seulement de l'économie, la structure de commandement militaire est également engloutie dans une atmosphère de rébellion. Les récentes déclarations du colonel général retraité Léonid Ivachov prouvent la profonde division au sein de l'élite militaire russe.
Ivachov s'est moqué des menaces nucléaires de Poutine et des nouveaux systèmes de missiles, les qualifiant de plâtres. Selon Ivachov, de petites avancées tactiques ne suffisant pas à couvrir la défaite totale de la Russie au niveau stratégique. Le général a souligné que l'isolement de la Russie sur la scène internationale constitue en soi une défaite stratégique, ébranlant fondamentalement le récit du Kremlin selon lequel tout va bien. Une déclaration encore plus sévère est venue de Vladimir Tchurkin, ancien commandant des forces terrestres russes et l'une des figures militaires respectées. Dans une interview, Tchurkin a clairement indiqué qu'il avait donné à la communauté du renseignement russe une note insuffisante. Il pensait que la guerre serait terminée en 3 jours, que 70% du peuple ukrainien nous accueillerait avec des fleurs. Mais le contraire s'est produit, a-t-il déclaré, soulignant que les renseignements qui avaient justifié le déclenchement de la guerre par le Kremlin étaient complètement inutiles. Ce choc s'est transformé en période de décomposition avec le renvoi successif des commandants sur le terrain. L'exemple le plus concret est celui du lieutenant-général Soukrab Akhmedov, surnommé le boucher incompétent. Notez ce nom car il est devenu un symbole de la décadence de l'armée russe. Malgré la perte de 300 soldats et de la moitié de l'équipement de son unité en seulement 4 jours à Pavlivka en 2022, Akhmedov a été honoré par Poutine avec le titre de héros de la Russie, la plus haute distinction de Moscou. Pouvez-vous imaginer? Un commandant envoie des centaines de soldats à la mort sans gain tactique et le Kremlin le récompense d'une médaille. Mais le système ne peut plus supporter ce fardeau. Les rapports récents indiquent qu'Akhmedov a finalement été relevé de ses fonctions en raison de ses attaques imprudemment planifiées vers Dobropilia et des lourdes pertes qu'il a subies. Les blogueurs militaires russes racontent avec colère comment Akhmedov a détruit ses unités avec des ordres injustes et inefficaces. Le renvoi de ce général par Poutine est un aveu silencieux que la structure récompensant la loyauté plutôt que le mérite s'est effondrée. Cependant, la crise parmi les généraux ne se limite pas à l'incompétence. Mentir au Kremlin est désormais devenu une stratégie de survie. Le cas du général Sergueï Kouznev a révélé qu'à la fin de 2025, l'armée russe combattait les rapports plutôt que la réalité. Kouznev avait signalé au commandement supérieur que des villages autour de Kupiansk avaient été pris et que les lignes avaient été brisées. Les cartes montrèrent des progrès. Des messages de victoire ont été envoyés au Kremlin. Poutine, dans son discours du 19 décembre, parlait de supériorité sur le terrain sur la base de cette image. Mais la réalité sur le terrain était complètement différente. Les drapeaux ukrainiens flottaient encore dans des zones prétendument libérées. Les soldats russes rencontraient des tirs d'artillerie et de drones dans des zones supposées sûres. Les décisions logistiques et de renfort ont été prises sur la base de ces cartes fausses. Le résultat a été une tromperie qui a coûté la vie à des milliers de soldats. Lorsque le scandale a éclaté, Kuznevlev a disparu. Mais le problème n'était pas un général. C'était le système lui-même qui récompensait les mensonges et punissait la vérité. La situation du chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, en est l'exemple le plus frappant. Selon les informations fournies par le journaliste ukrainien Volodymyr Zolkin et les renseignements de terrain, Gerasimov a rapporté à Poutine des succès inexistants sur le front de Pokrovsk. Poutine est apparu devant les caméras avec ses rapports trompeurs et a annoncé au monde « Nous avons encerclé Pokrovsk et coupé leur logistique ». Mais la réalité sur le terrain est très différente. Il n'y a aucun siège et aucune logistique n'a été coupée. Même les blogueurs militaires russes criaient « Il n'y a pas de siège, ils trompent Poutine ». La facture de ce scandale a une fois de plus été payée par les rangs inférieurs. Pour couvrir ses propres mensonges et dire « Regardez, ce n'est pas ma faute, ces gars sont incompétents », Gerasimov a écarté des figures de haut rang comme le lieutenant-général Miltchikov, commandant de la 51e armée. Cette situation crée une réaction en chaîne de méfiance au sein de la structure de commandement russe. Les généraux envoient maintenant leurs soldats à la mort, non pas pour gagner la guerre, mais pour échapper à la purge de Gerasimov et pouvoir présenter des rapports qui plairont à Poutine. Au milieu de tout ce chaos militaire et économique, le plus grand secret caché au peuple russe a été révélé par l'un des plus grands propagandistes du régime. Yuri Podoliaka, un blogueur militaire comptant 3 millions de followers et défenseur le plus fidèle de la rhétorique du Kremlin, a brisé le plus grand tabou russe et révélé les pertes. Podoliaka a compilé les données en sa possession et a effectué des calculs sinistres.
annonçant que la Russie avait perdu environ 820 000 soldats en Ukraine à ce jour. Pouvez-vous saisir l'horreur de ce chiffre? 820 000 personnes. Environ 400 000 sont mortes. Le reste est blessé, handicapé ou porté disparu. Podoliaka a décrit l'enfer sur le terrain en donnant ce chiffre, déclarant « Le ratio mort/blessé est désormais proche de 1 pour 1. Nous ne pouvons pas sauver les blessés à cause des drones. » 400 000 morts signifient que la Russie a complètement effacé une grande ville comme Krasnodar de la carte. Cela signifie que plus d'hommes jeunes que la population entière de l'Islande ont été perdus dans les ruines d'Avdivka et la boue de Bakhmout pour les ambitions de Poutine. Et Podoliaka demande « Pourquoi ? Pour quelques villages ruinés et des bâtiments détruits ?» Le fait que cet aveu vienne non pas de Radio Free Europe ou d'une agence occidentale, mais de quelqu'un qui a applaudi la guerre de Poutine pendant 3 ans, montre que les failles sous-jacentes dans la société russe se fissurent. Le mur du silence s'effrite. Tués. Les mères, épouses et pères russes voient maintenant le fossé entre les cris de victoire à la télévision et les cercueils arrivant à leur domicile. Il y a aussi des histoires tragicomiques qui montrent à quel point l'État russe est devenu impuissant. La situation du général Oleg Makharovitch en est un parfait exemple d'humour noir. Après son échec sur le front de Kherson, Makharovitch a été exilé au Venezuela pour servir comme conseiller militaire au régime Maduro et maintenant il ne peut pas retourner dans son pays. En raison des troubles politiques au Venezuela et de la chute du régime Maduro, le général supplie de revenir en Russie, mais la réponse de Moscou est claire. Non, vous resterez là. Une administration qui abandonne son propre général à son sort en Amérique du Sud, refusant de lui permettre de revenir dans le pays. Cela montre à quel point le message envoyé aux officiers russes est effrayant. Si vous échouez, vous perdrez non seulement votre grade, mais aussi votre patrie. Pourquoi le général Makharovitch ne peut-il pas revenir? Parce que l'angle mort vécu par le renseignement russe ne se limitait pas au front ukrainien. Ce qui s'est passé au Venezuela le 3 janvier 2026 fut, selon les vlogueurs russes, un fiasco total du renseignement. Vous vous souvenez que cette nuit-là, les États-Unis ont mené une opération militaire choc au Venezuela et ont emmené l'allié le plus fidèle de la Russie, Nicolás Maduro, et son épouse. Maintenant, les nationalistes et experts militaires russes sont furieux sur les chaînes Telegram, posant cette question douloureuse au Kremlin. Les généraux russes étaient à Caracas depuis des années, une opération a été menée sous notre nez, Maduro a été emmené. Où était le renseignement russe à ce moment-là? Pourquoi n'avez-vous pas fourni cette information? Pourquoi n'avez-vous pas sauvé notre allié? Mensonge. Cette impuissance dans ce que la Russie appelle son arrière-cour a fait du Kremlin la risée de ses propres partisans. Les commentateurs se moquent désormais, oubliez de protéger les autres dirigeants. La Russie ne peut même plus sauver ses propres navires. Ils n'exagèrent pas. Seulement 4 jours après cet incident, le 7 janvier 2026, les États-Unis et le Royaume-Uni ont saisi le pétrolier Marinera, appartenant directement à la flotte fantôme russe qui arborait le drapeau russe. Qu'a fait la Russie? Rien. Un sous-marin russe a été envoyé dans la zone, mais à son arrivée, les États-Unis avaient déjà saisi le navire. Les commentaires des vlogueurs russes sur cette situation étaient tragicomiques. Dieu merci, ils n'ont pas attrapé et pris notre sous-marin aussi. Peut-il y avoir une phrase plus humiliante pour l'ancienne superpuissance? Pendant que ce chaos se déroulait et que des alliés étaient insaisis, tous les regards se sont tournés vers Moscou, vers le dirigeant. Le 7 janvier, jour où le pétrolier Marinera a été perdu, Noël orthodoxe était célébré. Vladimir Poutine est apparu dans une petite église militaire isolée de la région de Moscou. Il a assisté à un service sombre où étaient de conserver les restes des anciens généraux. Ces jours-là, Poutine montre habituellement sa force, s'adresse à la nation et menace ses ennemis. Mais cette fois, il n'y avait que le silence profond. Aucun discours de victoire, aucune menace. Regardons maintenant l'ensemble du tableau. Au sud, le mur du Caucase s'effondre à cause de l'échec biologique et de la trahison diplomatique. À l'ouest, la flotte de la mer Noire sombre. Et en Russie, l'économie s'arrête, les généraux sont purgés et la machine de propagande avoue un massacre. Vladimir Poutine ne se bat plus seulement contre l'Ukraine. Il se bat contre l'image honteuse qu'il a lui-même créée, une image d'un empire vidé de l'intérieur par la corruption, dirigé par des généraux lâches et abandonné par ses alliés. Les flèches ont changé de direction. Elles ne pointent plus vers Kiev ou Washington.
Des mères en colère en Tchétchénie aux soldats trahis, chaque flèche pointe directement vers César lui-même.